Vous avez plusieurs ministères qui se précipitent la tutelle. Vous avez par exemple le ministère de la décentralisation elle-même qui se précipite la tutelle. Vous avez le ministère de l'Intérieur, vous avez le ministère du Plan. Tous ces ministres-là veulent contrôler. Bonjour mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des finances publiques de la RDC. Et pour en parler, je suis avec les spécialistes du domaine. Il s'appelle Valérie Madianga. Bonjour monsieur Valérie. Bonjour madame. Merci de nous avoir reçus chez vous. Oui, merci et bienvenue chez nous. Ok, merci. Alors, pour rappeler, vous êtes le coordonnateur du Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFDEL en sigle, et vous faites l'analyse des finances publiques de la RDC d'une manière générale. Alors, pour commencer, la première question déjà, comment se portent les finances de la RDC? Oui, merci beaucoup madame pour votre question. Vous savez que les finances publiques, c'est la clé même de la vie nationale. Si on ne parle pas d'argent, les gens ne vont pas manger, les gens ne vont pas fonctionner et tout ça, ainsi de suite. Et lorsque le gouvernement élabore son plan d'action, d'abord celui-ci se focalise sur les finances publiques, qui est pratiquement l'expression chiffrée de la politique publique. Et comme vous me posez la question, aujourd'hui je peux dire que les finances publiques de notre pays se portent mal. Mal pourquoi? Parce que vous avez les inégalités sociales continuent à se creuser davantage. Vous avez aussi la question de la répartition des revenus nationaux. Et vous avez les institutions qui s'étaillent la part du lion de temps en temps. Il y a moins d'investissements publics et les déficits budgétaires se creusent. Pourquoi? Parce qu'on a plus de dépenses, on ne sait pas rationaliser les dépenses. On gère comme si c'était une boutique. Or, lorsqu'on gère les finances publiques, ce n'est pas une boutique, c'est une marmite. Il y a les contribuables qui sont là, les Congolais, qui attendent l'impact après avoir payé l'impôt, après avoir payé la taxe, et on attend à un service donné. Lorsque le service n'est pas rendu, et vous verrez que certains contribuables vont refuser de payer. Donc c'est ça le vrai problème. Nous sommes dans les cercles vicieux où nous avons une classe politique qui remplit ses poches et la population croupit dans la misère. Voilà, nous allons en parler, nous allons y revenir. Alors vous venez de publier un rapport sur l'analyse de la Caisse nationale de péréquation. Alors tout d'abord, vous allez nous définir c'est quoi la Caisse nationale de péréquation et qu'est-ce que vous avez trouvé à l'issue de ces rapports? Oui, bon, la Caisse nationale de péréquation, en termes vulgaires, pour expliquer à tout le monde, à une maman qui est en train de vendre au marché, la Caisse nationale de péréquation, c'est une banque. C'est une forme d'une banque, c'est une marmite. Elle est alimentée par 10% des recettes nationales et c'est constitutionnel. Et cette caisse a été prévue dans la Constitution pour faciliter le développement communautaire au niveau des provinces et au niveau des ETD. C'est-à-dire que vous avez des provinces qui sont très riches, il y a des provinces qui sont très pauvres, qui ne parviennent même pas à collecter 100 000 $. Je donne le cas de la province du Kwilu, vous avez la province de l'Équateur, vous avez la Mongala, la partie ouest, vous avez toutes ces provinces-là, elles sont très pauvres. Et lorsque vous allez dans la partie est de notre pays, vous avez le Haut-Katanga, vous avez le Nord Kivu, vous avez même des ETD qui peuvent collecter $1 million, $2 millions, voire même 15 millions $, ou une chefferie qui gère autant d'argent. Mais si vous allez même à Kinshasa ici, prenons le cas de la commune de Lemba où nous sommes, vous n'avez pas les recettes qui vont même au-delà de $2 millions. Et ça pose énormément de problèmes. Soit il y en a, mais il y a une gabegie financière qui est installée, qui fait en sorte qu'il y ait des fuites des capitaux et le trésor au niveau des ETD ne parvient pas à capter les recettes voulues.
C'est pourquoi on a mis en place la Caisse nationale de péréquation. Cette caisse devrait en principe être le maître d'ouvrage au niveau des provinces pour éviter l'éparpillement des projets sociaux. Dommage que la caisse, elle ne fonctionne pas encore depuis 2017 où on a eu la loi organique portant fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation. Il y a eu des démarches qui ont été faites par les acteurs sociaux. Aujourd'hui, on a nommé les mandataires, mais les mandataires ne fonctionnent pas. Pourquoi? Mais parce que les gens se précipitent, c'est de l'argent. Vous avez plusieurs ministères qui se précipitent la tutelle. Vous avez par exemple le ministère de la décentralisation elle-même qui se précipite la tutelle. Vous avez le ministère de l'Intérieur, vous avez le ministère du Plan. Tous ces ministres-là veulent contrôler parce que, regardez, les 10% aujourd'hui des recettes nationales, si vous avez un budget de 20 milliards, c'est combien? Vous avez pratiquement autour de 2 milliards. 2 milliards. Et si nous avons les recettes aujourd'hui captées d'1,4 milliard qui doit aller en principe dans la Caisse nationale de péréquation, c'est une véritable affaire. Et c'est la Caisse nationale de péréquation qui doit élaborer des projets, qui doit lancer des appels d'offres, qui doit faire tout. Et maintenant, les ministres se bousculent parce qu'il y a de l'argent. Alors on crée les cafouillages jusqu'à ce que la caisse, elle est affaiblie, elle ne peut pas fonctionner. Et puis nous sommes tous en train de nous regarder. Entre-temps, le développement est en train d'être retardé et la pauvreté s'accroît. Et est-ce que ça, ce n'est pas la faute du gouvernement? Comment est-ce que 2 ministres ou 3 ministres peuvent se bousculer pour de l'argent? Comment le pays ne sait pas répartir les... Oui, mais le vrai problème, c'est celui-là. Est-ce qu'on se pose mal la question? Avons-nous un Premier ministre? Parce que c'est le Premier ministre qui doit en principe élaborer des lettres de mission, fixer les missions d'un ministre à l'autre. Nous avons par exemple au niveau de la territoriale, vous avez le ministre de l'Intérieur, vous avez le ministre des Affaires coutumières, vous avez le ministre de la décentralisation. Maintenant, les trois acteurs, chacun se précipite d'avoir une autorité sur les entités décentralisées. Vous voyez, c'est ça le problème. Maintenant, qui doit clarifier les choses? C'est le Premier ministre. Il doit élaborer les lettres de mission. Fixer au moins les objectifs à court, à moyen et à long terme. Les actions qui peuvent soit se regrouper, soit qui peuvent être menées de manière un peu dissociée. Et ça nous permettrait aujourd'hui d'éviter la pagaille que nous avons vécue. Je me souviens, oui, au sein des ministères, je me souviens, il y a 2 ou 3 mois comme ça, le ministre de l'Intérieur écrit et son collègue de la décentralisation réplique, mais c'est le désordre. À chaque fois dans vos rapports sur les budgets de la RDC, sur les finances de la RDC, vous revenez sur la réforme de 2016. Est-ce que c'était une bonne réforme selon vous? Laquelle, expliquez un peu, il y a plusieurs réformes. Par rapport aux finances publiques, bien sûr. Oui, écoutez, les réformes en finances publiques dans notre pays, elles sont bonnes. Elles ne sont pas mauvaises. Mais nous avons un problème d'acteurs. Au Congo, nous avons un problème d'hommes. Est-ce que les gens veulent aujourd'hui appliquer la loi relative aux finances publiques? J'ai dit non. On ne veut pas l'appliquer. Pourquoi on ne veut pas l'appliquer? Premièrement, vous avez des responsabilités qui sont au niveau de la chaîne de la dépense. On dit par exemple le ministre du budget, vous gérez les contrôleurs budgétaires. Vous gérez les contrôleurs budgétaires, c'est-à-dire vous donnez les quitus en amont pour vérifier est-ce qu'il y a des crédits ou non. Ça c'est un. Vous avez maintenant le ministre de Finances. Lui est là avec sa marmite, c'est-à-dire qu'il est l'argentier national, il mobilise les recettes, mais il ne peut plus venir regarder tel ministre. Qu'est-ce qu'il en fait? Non. Il regarde sur base des pièces, il donne l'ordre de paiement au niveau de la Banque centrale et la Banque centrale décaisse. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Vous avez un ministre des Finances qui décaisse des fonds sans même tenir compte de son collègue du budget. Il actionne le compte général du Trésor sans avoir le soubassement. Quand je parle de soubassement, je vois les bons d'engagement, je vois les bons d'engagement budgétaires. Tout ça, c'est très important pour vérifier et gérer les équilibres budgétaires à travers les outils de suivi budgétaire qui sont par exemple le plan d'engagement budgétaire et le plan de trésorerie. Tout ça, si on ne les respecte pas, moi je ne pense même pas qu'on peut parler du développement de ces pays. Et nous, je t'avais dit au début de l'émission que les déficits budgétaires se creusent. Ça se creuse pourquoi?
parce que les gens ne veulent pas appliquer les textes. Vous avez par exemple un programme de développement des 145 territoires qui est implémenté par le ministre des Finances. Or, le ministre des Finances ne peut pas implémenter un projet. Le ministre des Finances, c'est lui, il risque d'être jugé parti. Il exécute le projet et après, qu'est-ce qu'il fait? Il justifie encore le fonds. Comment je le dis? Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez par exemple le BCECO. Le BCECO est sous tutelle de qui? Du ministre des Finances. Oui, mais pourquoi le BCECO, qui est d'ailleurs une institution qui a été dissoute depuis 2013, on continue à lui donner des fonds pour aller implémenter des projets au niveau des ETD? Or, nous avons la Caisse nationale de péréquation. La Caisse nationale de péréquation peut être alimentée par des fonds de bailleurs, par des fonds venant des partenaires extérieurs. Mais qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Le ministre des Finances lui-même, il donne l'ordre le matin, on décaisse au profit de son service, et après le soir, il demande qu'on lui restitue les rapports. Est-ce que vous trouvez ça c'est normal? Or, on devrait laisser les ministères sectoriels gérer, faire la demande de fonds avec des projets très bien montés. Je crois que ça nous faciliterait les gaspillages. Est-ce qu'aujourd'hui on fait encore de la publicité autour de ces programmes? Non, nous avons fait plusieurs études autour de ça. Nous avions constaté que c'était une affaire d'argent. Parce qu'il y avait les 7% que les services devaient se partager en termes d'appui à la coordination. Et c'est ce qui est même à la base aujourd'hui de ce grand retard que nous sommes en train d'observer dans la mise en œuvre de tous ces programmes. Alors, depuis 2019, le président Félix Tshisekedi est au pouvoir. Comment est-ce que vous trouvez, est-ce que les choses avancent bien par rapport aux finances publiques et au contrôle? On a aussi une institution qui contrôle les différentes structures de l'État. Comment est-ce que vous trouvez, est-ce que cela nous aide à avancer ou soit on est dans un stop ou bien on recule? Oui, moi je ne voudrais pas faire un réquisitoire du gouvernement actuel, mais c'est qu'il faut dire que nous avançons en reculant. Je l'ai toujours dit, nous avançons en reculant. Pourquoi j'ai dit ça? Les gens ont beaucoup critiqué le président Kabila. Et lorsque vous regardez, on l'a beaucoup critiqué sur le plan des droits de l'homme. Moi, je ne fais pas les droits de l'homme parce que j'ai assisté. C'est depuis 2012 que je suis en train de suivre cette histoire. Et j'ai observé au moins toutes les législatures passées, au moins 3. Je les ai côtoyées, j'ai palpé du doigt plusieurs gouvernements. Il y a eu des interactions avec les services. Mais je peux vous rassurer que nous sommes en train de reculer. Le président Kabila a laissé l'arsenal juridique en termes de finances publiques. C'était très bien étoffé. Je l'ai même dit lors d'une conférence avec des mouvements citoyens à l'époque, en 2019, ils m'ont traité de kabiliste. Aujourd'hui, certains d'eux m'appellent pour me dire que tu avais raison. Parce qu'on avait mis en place. Ici, chez nous, on fait des réformes pas parce que nous acceptons les Congolais. On fait des réformes parce qu'il y a un bailleur de fonds qui vient avec l'argent. Et le président Kabila a fait ces réformes parce qu'il y avait l'argent de la Banque mondiale, il y avait l'argent du gouvernement britannique. On nous a imposé les réformes en termes de finances publiques et nous les avons acceptées. Nous avons opté pour la transparence. Mais aujourd'hui, les états de suivi budgétaire sont publiés en morceaux. On ne sait pas, maintenant, là, toi et moi, on ne peut pas regarder qu'est-ce que la présidence a consommé. Pourquoi on est tenté de garder? Pourtant, on garde des informations. Pourtant, les contribuables congolais ont besoin de savoir comment son argent est utilisé. Qui gagne plus et qui gagne moins. C'est important. Pourquoi on est tenté de refuser le plan de trésorerie du pouvoir central? Pourquoi on cache ça? Ce n'est pas publié sur le site du ministère des Finances. Ce n'est pas publié. Regardons au ministère, au niveau de la Banque centrale. Tous les documents budgétaires, le plus important, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien publié. Donc nous sommes en train de reculer en termes de transparence. Allons maintenant en termes de respect des textes. En 2022, le gouvernement a dépensé la majorité des fonds hors circuit budgétaire. Pourquoi? Ce sont des règles, ce sont des textes qu'on nous a déposés. Maintenant, ceux qui viennent d'arriver doivent en principe s'adapter. On doit les former. Et là, maintenant, ça pose maintenant un problème de la qualité de l'élu. Nous votons qui? Qui les partis politiques délèguent pour aller nous représenter au niveau du gouvernement? Et ces gens ne sont pas formés. Ils ne sont pas prêts à gouverner. La fois passée, je l'ai dit sur les antennes de la Deutsche Welle, j'ai dit que nos dirigeants ne sont pas prêts à gouverner. Vous avez des acteurs de partis politiques, lorsqu'ils vont au pouvoir, ils sont au pouvoir, chacun cherche à se remplir des poches.
Ils ne maîtrisent pas. Ils pensent que c'est leur mission, en fait, c'est remplir des poches. Oui. C'est comme on dit que Tobiki, comme les Quinois disent, Tobiki c'est notre tour. Moi je pense que ce n'est pas bon. On doit envoyer au niveau du gouvernement ceux qui disposent de background, quelque chose de bon à présenter ou à préparer. Des compétences. Des compétences requises. On doit en avoir, les minimums on doit en avoir. On ne dit pas qu'il faut être top. Je donne le cas aujourd'hui de l'actuel président du Sénégal. C'est un cadre de l'administration. Même si on dit sur le plan politique, il ne connaît rien. Mais il maîtrise l'administration. Vous mettez un ministre de l'EPSP qui arrive, il vient apprendre. Un ministre qui arrive, il vient apprendre. Or, un ministre, déjà, au niveau des partis politiques, on doit avoir des gouvernements parallèles. C'est-à-dire que lorsqu'on a besoin de désigner un ministre, on vous dit tel parti, vous devez nous présenter par exemple le ministre de l'Agriculture. On doit avoir des doublons. On doit avoir des doublons. Chaque parti politique doit avoir sa feuille de route en termes de tous les secteurs. Quand vous arrivez, vous avez votre feuille de route et vous êtes prêt même à modifier le cadre légal, c'est-à-dire que la politique sectorielle. Vous pouvez amender ça et ça vous permet maintenant de faire des cadres budgétaires à moyen terme, année par année, et vous pouvez maintenant regarder, vous pouvez faire ça. Et après, avec le gouvernement, le Premier ministre, il élabore, comme je l'ai dit, des lettres de mission, et ces lettres de mission doivent être évaluées trimestre par trimestre pour observer, évaluer même l'efficacité du gouvernement, l'efficacité de l'action publique, l'efficacité de la dépense publique et même voir la qualité de la dépense publique. Et ça ne se fait pas. On en a fait une seule fois à l'époque du président Kabila avec le Premier ministre Matata Mponyo, a tenté de le faire, mais même si ça n'avait pas bien tourné, mais je crois que c'est un pas bon vers la bonne direction qu'on peut imiter aujourd'hui avec le nouveau gouvernement qui viendra. Je crois que lors du Conseil des ministres, au lieu que les gens aillent parler je ne sais moi de quoi, quand vous lisez les comptes rendus du Conseil des ministres, moi je ne me retrouve pas. Je me pose la question, on évalue quoi? Quelle action on est tenté d'évaluer? Est-ce qu'il y a eu des indicateurs de résultats sur lesquels on doit évaluer? Chaque mois, qu'est-ce qu'on a fait? Sur base de quoi? Sur base de quel élément? Et chaque ministre vient, il parle de ses rencontres, il a rencontré tel, et puis c'est tout. Les comptes rendus du Conseil des ministres ne donnent pas espoir à l'opinion publique. Ça ne donne pas espoir au peuple congolais qu'on peut s'attendre demain à un développement social et économique. Vous avez des projets, on débat peut-être des projets où il y a des commissions, où il y a des gens qui ont contourné tout ça, mais on ne parle pas des projets, par exemple, ce qui se passe à Kasumbalès en termes de projets sociaux. On ne parle pas de ce qui se passe à Malemba-Nkulu. On n'en parle pas en termes de projets sociaux. Tel projet a été exécuté. Quelles sont les failles? Quelles sont les faiblesses? Comment nous pouvons améliorer? Quels sont les acteurs qui entrent en jeu? Ça, je n'ai jamais entendu. Je n'ai jamais vu ça dans un compte rendu du Conseil des ministres. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit plus investir dans l'agriculture. Vous savez, nous avons toujours un problème aujourd'hui d'inflation dans notre pays. Et les dollars perdent toujours, plutôt le franc congolais perd sa valeur face au dollar américain. On investit moins. Vous avez par exemple une campagne agricole qui doit coûter 50 millions de dollars. Mais un ministre détourne 50 millions de dollars. Est-ce que vous comprenez ça? Nous avons besoin que les Américains viennent construire pour nous un laboratoire sanitaire. Vous voyez? Donc un laboratoire où, avec du matériel équipé, à 1,2 million de dollars. À 200 000 dollars. Mais vous avez un ministre qui détourne 3 millions de dollars. On les laisse. On les laisse. Vous m'avez posé la question des contrôles. Le contrôle n'est pas efficace. Le contrôle n'est pas très efficace. Le contrôle est sélectif. Elle est sélective. On fait le contrôle sur des dossiers où on se dit, écoutez, nous aurons peut-être 500 000 dollars, nous aurons peut-être 10 000 dollars lorsqu'on va attraper X et Y. Mais le vrai contrôle doit être dans la chaîne de la dépense. C'est-à-dire, ce que vous êtes en train de dire, même les contrôleurs sont corrompus? Oui, les contrôleurs sont corrompus. Moi, j'ai toujours dit, l'IGF a recruté beaucoup de gens, mais il y a à boire et à manger. Est-ce que ces inspecteurs, tous ces inspecteurs-là recrutés, disposent-ils des compétences requises? Ça, c'est un problème. C'est un grand problème. On doit se poser la question. Il faut qu'on puisse donner plus de moyens à la Cour des comptes. La Cour des comptes doit fonctionner. Il faut qu'on donne les moyens à la Cour des comptes pour que celle-ci fasse son travail. Ça, c'est un grand problème. Parce qu'on ne peut pas fonctionner sans la Cour des comptes. Parce que la Cour des comptes doit s'implémenter au niveau des provinces. Et plutôt, elle doit faire une expansion
au niveau des provinces, travailler aux côtés des assemblées générales, plutôt des assemblées provinciales, pour faire l'audit des provinces. Le développement de ces pays va partir des provinces et des États, pas de Kinshasa. De la base, pas de Kinshasa. Si vous quittez Kinshasa ici, vous allez en province, vous aurez l'impression que ce n'est pas le Congo. Ce n'est pas le Congo. Toutes les finances publiques locales ne fonctionnent pas. Rien ne marche. Les bourgmestres ici demandent de l'argent auprès des comptables sur un bout de papier. Il écrit, moi j'ai déjà vu ça, il écrit 10 000 francs. On lui apporte le matin 10 000 francs. À midi 10 000 francs. Le soir avant de partir 10 000. Et à la fin de la journée, tout ce qu'on avait encaissé le jour, c'est parti. Et c'est comme ça qu'il faut gérer les finances publiques. Entre-temps, on va déranger nos mamans qui sont en train de vendre sur le marché. Il y a des taxes d'étalage et ainsi de suite. Mais le vrai problème n'est pas très... C'est-à-dire que nous devons avoir un développement global de ces pays. Qu'est-ce que nous voulons de ces pays? Au niveau de la base, au niveau des provinces et au niveau du pouvoir central. Parce que nous avons trois pôles de gouvernance. Je crois qu'on doit aller vers la bonne direction. Alors, face à tout cela, à tout ce que nous venons de parler, qu'est-ce que vous recommandez au nouveau Premier ministre? Parce que là, d'ici quelques jours, on aura un nouveau Premier ministre. Par où il peut commencer en termes de finances publiques? Exactement. Oui, il faut d'abord qu'on puisse basculer vers les budgets programmes. Ça, c'est la première des choses. Moi, j'ai visité 2 pays de l'Afrique de l'Ouest. À Kinshasa, si vous parlez de ces pays, on vous dit que ce sont des petits pays. Mais non, ces pays implémentent déjà les budgets programmes. Je donne le cas du Bénin. Si vous quittez Cotonou, vous allez dans des provinces, vous aurez l'impression que vous n'avez pas changé de cadre de vie. Vous n'avez pas changé. Donc, le même cadre de vie qui est à Cotonou, c'est le même cadre de vie que vous retrouvez en province. Ils ont l'électricité, ils ont l'eau, le bon marché, l'accès à l'électricité, l'accès même aux actes administratifs. Pour rencontrer un bourgmestre, ici chez nous, si vous quittez Kinshasa, vous allez en province. Si vous voulez rencontrer par exemple un chef de secteur, il y a des endroits où il n'y a même pas de bureau. Il n'y a même pas de bureau administratif, il n'y a pas de chaises. Mais là-bas, je vous dis que tout est là. C'est pourquoi moi je dis qu'on doit basculer vers les budgets programmes pour qu'on puisse évaluer l'efficacité de la dépense publique en termes d'indicateurs de résultats, étape par étape, qu'on élabore des projets annuels de performance pour que nous, citoyens, nous ayons la possibilité d'évaluer est-ce que ces ministres travaillent bien ou bien ces ministres travaillent mal. On a l'impression que le ministre s'organise avec des journalistes pour faire des faux sondages autour d'eux pour dire non, tel a bien gouverné, tel est premier dans ce gouvernement et tel autre non. Je pense que le Premier ministre doit commencer par ça. Ça, c'est le levier. C'est ce qui doit le faire. Il faut renforcer la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption ne doit pas être celle que nous vivons aujourd'hui. Il faut qu'on puisse réformer. On doit travailler sur le code pénal. On doit réformer, on doit révisiter le code pénal en introduisant de bonnes définitions de la lutte contre la corruption. Parce que jusque-là, on a l'impression que ça crée le flou. On doit former les magistrats sur les domaines clés, sur les finances publiques en général, c'est-à-dire la question, par exemple, la loi relative aux finances publiques, mais aussi la passation des marchés publics. On doit vraiment les former pour que ces derniers nous permettent quand même de traquer le malfroid. Vous avez par exemple un rapport que l'IGF envoie à la justice, il n'y a pas de suite. Et le magistrat n'est pas capable d'aller suivre, d'enquêter. Ça pose énormément de problèmes. Je crois que ce sont des piliers sur lesquels il faut travailler. Et aussi, il faut qu'on puisse respecter le cadre légal. Si on respecte le cadre légal, je crois que ça pourra marcher. Il y a beaucoup de recommandations à donner, mais je crois que moi, nous irons petit à petit. Prochainement, lorsque nous allons avoir la mouture du gouvernement, nous pourrions maintenant être efficaces en termes de recommandations, voir quels sont les piliers et qu'est-ce qu'il faut faire. Mais le nouveau Premier ministre doit aussi élaborer les lettres de mission, comme je vous ai dit. S'il n'y a pas de lettres de mission, je crois que ce gouvernement sera un gouvernement de touristes. Ils ne vont rien faire et puis nous n'allons pas bénéficier des services attendus. Merci beaucoup, M. Valéry Madianga. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFDEL en sigle. Merci à vous, mesdames et messieurs, chers internautes. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur ma chaîne. À très bientôt.